Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Mario, bonjour. Voilà des semaines qu'on parlait de ça, mais là c'est officiel. Il y a une entente entre les États-Unis et l'Ukraine. On dit sur les terres rares, les minéraux critiques, l'exploitation des ressources. On essaie de comprendre les avantages pour chacun. Qu'est-ce qui est garanti au niveau sécurité pour l'Ukraine? Parce que là, la guerre est pas finie. Du tout. Elle est loin d'être finie, mais on est certainement loin aussi de cette fois où on devait signer à Washington cette entente sur les terres rares. C'était le 28 février et ça s'était surtout terminé par une chicane qui a été entendue aux quatre coins de la planète avec un président Zelensky qui a été invité à quitter avant même le lunch qui avait été prévu. Et depuis, parce que... On n'a jamais su qui avait mangé ce lunch-là, finalement. À qui l'équipe de M. Trump, je pense qu'il restait beaucoup d'Ukrainiens pour déguster les sandwichs pas de croûte qui avaient été préparés. Et là, on a une entente signée. Première constatation, ni M. Zelensky ni M. Trump sont sur la photo. Donc, c'est Scott Bessent, qui est le secrétaire au Trésor, qui en ce moment est en ascension en termes de personnage d'influence autour du président, sur les questions commerciales, évidemment, sur les avertissements qui auraient été lancés en coulisses au président. Est-ce qu'il y a besoin d'être averti? Bien, sur le marché obligataire, les possibles risques de dérape. Donc, un personnage de plus en plus influent qu'on voit de plus en plus aussi. C'est un des premiers qui avait été envoyé d'ailleurs en Ukraine pour commencer à paramétrer cette entente qui était revenue bredouille. Et le président avait dit, on n'arrivera jamais à s'entendre avec les Ukrainiens. Or, c'est signé. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Parce que là, il faut se fier à la parole de ceux qui ont signé. La vice-présidente ukrainienne, M. Bessent, on n'a pas vu le détail de l'entente. D'abord, c'est pas une entente sur les terres rares et les minerais critiques. C'est ça, à terme. Mais évidemment, avant qu'on les exploite, ça va prendre des années et peut-être plus que des années, des décennies, parce qu'il faut faire du repérage, des essais géologiques. Parce qu'on n'est même pas certain des quantités. Là. On sait qu'il y a des filons, on sait qu'il y a du potentiel, mais on n'est pas certain de la valeur des gisements. Et la valeur géologique de ces gisements a été la dernière fois validée ou a commencé à être explorée à l'époque de l'ex-URSS avant 1989. Ouais. C'était une des promesses que faisait M. Zelensky quand il négociait ces conditions pour une victoire ukrainienne en août-septembre dernier. Puis il avait fait miroiter le potentiel pour ceux qui l'appuyaient de venir chercher en Ukraine ces fameuses terres rares qui ne le sont pas tellement, mais qui surtout sont difficiles à traiter, à raffiner et qui font beaucoup de dégâts. C'est cochon quand on se met à raffiner ces affaires-là. Il y a peu de pays qui sont tentés. Est-ce que d'ailleurs ça sera raffiné en Ukraine? C'est une question. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une entente sur les ressources. On parle de gaz, on parle de pétrole, et je reviens avec une affaire dont on s'était parlé, l'aluminium. Donc, les États-Unis sont dans une entente de développement et de partage de ces ressources. L'Ukraine garde la compétence sur l'exploitation, c'est-à-dire c'est eux qui décideront où est-ce qu'on peut forer, pas forer. La propriété du sol ukrainien restera ukrainien. Donc là, il y a probablement de vrais gains pour les Ukrainiens. Mais derrière ça, il y a aussi une entente sur la reconstruction de l'Ukraine. Et s'il y a une mine d'or, c'est peut-être là, y compris pour les Américains, parce que ça fait longtemps que... Donc, les entreprises d'ingénierie, de construction, d'infrastructure, il va y avoir de grosses jobs à reconstruire l'Ukraine, là. Il va y avoir du béton à couler. Et ce que les Américains voulaient faire, c'est d'être en position de force pour justement être aux premières loges quand on va commencer à donner des contrats si la guerre arrête. On précise aussi que toutes les puissances pays qui, de près ou de loin, ont appuyé la Russie dans le conflit ne pourront pas, de concert entre les Ukrainiens et les Américains, ne pourront pas avoir un morceau de ce gâteau-là, évidemment, qui est montré du doigt. La Chine, qui exporte aussi son savoir-faire et aime investir. Ils le font en Afrique, mais ils le font de plus en plus aussi en Europe. Fait que l'Ukraine, on dit non, c'est inaccessible. Puis, il y a une affaire, la dette, le passif, parce que dans la comptabilité de Trump, ce qui avait été donné en aide militaire et économique, c'était une dette à rembourser. Là, cette affaire-là est réglée. Il n'y aurait plus de dette pour les Ukrainiens. Du point de vue du discours politique de Trump, ça lui permet de se retourner et de dire, regardez, on a un deal, puis ce deal-là va nous donner accès à du tangible. On va se rembourser. Quand et comment, on le sait pas, mais ça règle la question. Maintenant, il dit, c'est plus des cadeaux qu'on a faits. On va avoir un retour sur notre investissement. Puis ça pourrait devenir aussi une espèce de
de cache-sexe pour le président s'il décidait d'aider militairement les Ukrainiens qui n'ont pas une scène à dépenser en ce moment. Ils sont cassés, évidemment, on le comprend. Mais s'il fallait faire de la pression, mettre de la pression sur les Russes et qu'on acceptait d'aider les Ukrainiens en augmentant l'aide militaire, pour l'instant... On aurait un prétexte, là. On pourrait dire, de toute façon, c'est pas un don. On va se repayer. Politiquement, c'est pas malhabile. Et dans un contexte aussi où on attend les deals de M. Trump, c'en est un. Il dit, on l'a eu, on l'a obtenu, on l'a gagné. Et dans la logique des deals avec tous les pays qui sont en dispute pour des raisons commerciales avec les États-Unis, tu me dis, c'est pas exactement la même chose, mais c'est la preuve que la méthode, encore une fois, je te dis pas qu'elle fonctionne, mais que dans le discours de M. Trump, la preuve que ça marche. Et s'il est capable d'enchaîner derrière ça, par exemple, une entente commerciale avec l'Inde, la Corée du Sud, il y aurait quelque chose qui se mettrait en place. Et là, politiquement, je reviens là-dessus, lui, il est affaibli. S'il n'y a pas quelque chose qui sort de son sac bientôt, il pourra pas continuer à dire que c'est le deal maker s'il n'y a pas de deal. Pas juste parler, là. Faut qu'à un moment donné, tu mettes des résultats. Est-ce qu'il va y avoir un deal avec Mark Carney? Parce que la rencontre aurait lieu à court terme. Écoute, est-ce que ça pourrait être demain, lundi? En tout cas, on parlait en dedans d'une semaine. C'est extrêmement intéressant. C'est Trump qui a annoncé que la rencontre aurait lieu bientôt. On ne sait pas qui a initié la communication dans la foulée d'élection de M. Carney. There could not be a nicer gentleman. Il pourrait pas avoir un gentleman plus gentil. Jack plus sympathique. Ben oui. On est très loin du gouverneur du 51e État. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose à Mar-a-Lago quand M. Trump a été le premier chef d'État étranger à être reçu. On n'était pas des souris à côté de la table, mais c'est passé quelque chose. Il y a une faiblesse qui a été sentie. C'est un requin, Trump. Il a senti qu'il y avait du sang dans la piscine. Je disais une faiblesse. Puis il s'est attaqué à Trudeau sans jamais le lâcher. Ça a peut-être d'ailleurs sonné le glas de la carrière politique de Trudeau. Le temps était compté, mais ça a accéléré les choses parce qu'il devenait un obstacle évident dans la relation entre Washington et Ottawa. Et là, Carney, qui est, je dirais pas son nouveau meilleur ami, mais il n'y aurait pas quelqu'un de plus sympathique. Après que Carney a dit ce qu'il a dit sur la relation avec les États-Unis, parce qu'au soir de la victoire, il faut quand même rappeler que Mark Carney dit ce sont des traîtres, on peut plus leur faire confiance, c'est un changement stratégique pour le Canada. Ils sont reparlés le lendemain, tout va bien, tant mieux, ça augure. Et dans cette perspective, c'est de la spéculation, mais c'est un exercice auquel des fois on se livre, on prend des risques. S'il y avait une marge, et pour Trump et pour Mark Carney en ce moment, c'est peut-être de dire on suspend les principaux droits douaniers, en attendant d'aller au bout de la négociation sur l'entente de libre-échange. L'horizon, c'était 2026. Ça donne un espace de respiration à tout le monde. Politiquement, c'est justifié. Pour l'industrie de l'automobile, ça serait une bénédiction. Ça donnerait du temps pour que tout le monde se prépare au moins, si on allait au bout de la logique de Trump. Et ça permettrait au président de dire, oui, il y a une négociation, la vraie, avec le Canada et le Mexique. Ça sera celle sur l'entente de libre-échange. Et dans ce contexte-là, parce que les Canadiens ont probablement peur de ce qui les guette, on va obtenir ce qu'on veut, et particulièrement des discussions sur la gestion de l'offre au pays, qui est un caillou dans la chaussure de Trump depuis longtemps. Il en parle, il va revenir là-dessus. Monsieur Carney va se faire à l'idée, en tout cas, que ça va être au menu des discussions. Est-ce qu'il va lâcher du lest? C'est la prochaine étape. Mais c'est évident aussi que Carney peut pas arriver victorieux avec un gouvernement minoritaire, pensant que son discours viril fera à lui seul la différence. Il reste qu'on est toujours le maringouin à côté du mastodonte. On peut juste espérer que ça se passe mieux que ça s'est passé. Mais à ce point-ci, ça semble mieux parti que ce qu'on pouvait imaginer. Finalement, un nouvel épisode de Contact. Tu vas nous parler du suaire de Turin. Alors, je sais que tu es quelqu'un d'incrédule. Est-ce que tu t'es intéressé à ces mystères qui sont liés aux trois saintes reliques qui seraient à corréler, c'est-à-dire la tunique qu'aurait porté, je dis bien porté Jésus-Christ lors de son chemin de croix, le saint linge suaire d'Oviedo qu'on retrouve en Espagne, Oviedo, qui est un petit linge qui aurait été déposé sur le visage du Christ. Et puis le plus mystérieux d'entre tous ces mystères de ces reliques, c'est le saint suaire de Turin qui aurait enveloppé le corps du Christ au moment où on le met dans la crypte ou de laquelle il va sortir 3 jours plus tard ou 2 jours plus tard à la Pâque.
c'est bluffant parce que ça interpelle la science. Et j'ai parlé avec un des grands spécialistes, Jean-Christian Petit-Fils, qui a consacré une partie de sa vie, c'est un historien, ça a été aussi un banquier, partie de sa vie depuis 1978 à réfléchir, à enquêter sur ces mystères. Alors il le dit, c'est un homme de foi. Moi, je commence en lui dire, je suis pas un homme de foi, je suis journaliste, puis j'ai de la misère à croire, mais je sais, pour avoir lu, qu'il y a particulièrement avec le Saint-Suaire de Turin des choses qui sont à ce jour quasi inexplicables par la science. Même si la datation carbone 14 pose de vraies questions, ça ne serait pas un linge qui remonte à l'an 0 ou à l'an 33, au moment où le Christ serait mort. Mais il y a là aussi un certain nombre d'explications qui pourraient nous faire comprendre pourquoi le carbone 14 n'a pas fonctionné. Mais c'est les images, les premières faites en 1898, grâce à la photo Argentix, qui, au moment d'être développée, par le négatif, font voir quelque chose qu'on voyait pas, une image qu'on ne voyait pas sur le Saint-Suaire et qui ressemble vraiment au visage de quelqu'un qui pourrait être, je dis bien pourrait être ce que l'iconographie nous a fait comprendre, être la face de Jésus. Et ça, il y a personne qui arrive encore à déchiffrer ce mystère. L'impression sur le Saint-Linge, c'est pas de la peinture, c'est une espèce de... En fait, aujourd'hui, arriver à imprimer ça sur du linge, ça demanderait une technologie qui existe à peine à la surface du linge. C'est vraiment mystifiant, c'est le seul mot. Et les corrélations entre les trois, c'est-à-dire que les trois saintes reliques sont imbibées d'un sang du groupe AB, très rare. Les chances que les trois puissent être statistiquement immaculé de ce sang, c'est 1 sur 8000. Et quand on dit c'est des faux, tu dis, trouver des moments différents, les trois reliques. Est-ce qu'il y aurait eu des faussaires capables, à l'époque, de se soucier du groupe sanguin? Tout ça, tu rends... Alors, j'essaie pas de te convaincre parce que je suis moi-même dubitatif, mais tout ça fait que... C'est fascinant. C'était une curiosité et j'ai décidé de la satisfaire, d'autant que la Sainte Tunique, elle est visible 2 fois par siècle. Et en ce moment, en banlieue de Paris, à Argenteuil, les fidèles peuvent aller la voir. On parle de l'ostension, comme dans ce qui est ostentatoire, qui est visible. On dit que c'est d'ailleurs bien commencé. Les fidèles se massent. Donc, pour toutes ces raisons d'actualité, j'ai choisi de présenter cet entretien. Excuse-moi, je t'ai bavard. Avec l'historien Jean-Christian Petit-Fils. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. À demain. Salut. Cube